Bien, ça me fait plaisir de me retrouver derrière cette estrade, enfin, sur cette estrade. Ça me rappelle le dernier coup, 6-7 ans du temps. L'histoire de Bobigny, c'est un peu compliqué de faire l'histoire de la fac, et j'ai décidé de me limiter à l'histoire des débuts. Parce que c'est finalement au début que se sont faits les grands choix, les grandes orientations sur lesquelles on a vécu pendant ces 50 premières années. Voilà. Alors, avant que l'UFR soit, janvier 69, c'est le terrain vu depuis la rue Marcel Cachin, et vous reconnaissez sur la gauche les bâtiments de la rue de Chevy. Ici, c'est une baraque qui avait été construite sur le terrain de l'hôpital, sur la rue de Tréamont, elle n'était pas tracée à l'époque, et il y avait là-dedans, on avait fait baraque foraine, on avait fait 10 salles de TD et une salle de restaurant universitaire. Et puis la tour de l'illustration, vue depuis la rue Marcel Cachin, avec cette grande zone terrain vague devant. Et puis, en mars 69, la fac construite. En janvier 69, rien, en mars 69, la fac construite. Alors, quelques dates pour faire un peu d'histoire des lieux. 35, l'inauguration du franco-musulman comme hôpital de la Seine pour s'occuper des patients maghrébins vivant en Île-de-France. 61, l'intégration du franco-musulman à l'assistance médique. 1965, Pierre Cornillot arrive au franco-musulman. C'est le premier hospitalier universitaire biologiste, et il avait travaillé à l'époque avec Robert Debré, le créateur des CHU, pour voir comment adapter, réaliser l'intégration des biologistes dans les CHU. 1er janvier 68, la création de l'Île-de-France avec les départements de la Seine-Saint-Denis et quelque chose d'extrêmement important qui se met en place, la cantine méridienne du Franco. Qu'est-ce que c'était que la cantine méridienne du Franco? Le préfet de Seine-Saint-Denis, nouvellement nommé, arrive dans un endroit de Bobigny, c'est désert, il n'y a rien de construit. Il dit, mais où est-ce que je vais déjeuner? Où est-ce que vont déjeuner mes équipes? Ah, il y a une administration de l'État, c'est l'hôpital franco-musulman. Monsieur le directeur, vous m'organisez ma table de midi. Donc, à midi, le préfet, toutes les villes du département, le recteur d'académie, l'inspecteur d'académie, le président du tribunal, etc., enfin, le TPG, tout ce monde-là se retrouve à la table de monsieur Debré, directeur du franco-musulman, et Pierre Cornillot, plein temps hospitalier universitaire, et d'un secteur. Donc vous imaginez, c'est un vrai café du commerce, et c'est là que, autour des événements de 68, va germer, mûrir l'idée de pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas l'ouverture d'un centre médical, d'études médicales en Seine-Saint-Denis. Octobre 68, effectivement, le préfet a présenté, a fait monter le dossier, le projet, et Edgar Faure décide, en octobre 68, de la création d'une UR, à l'époque c'était une unité d'études et de recherche, expérimentale du premier cycle des études médicales, rattachée à la faculté Xavier Bichat, donc Paris 7. Paris 7, ça n'existait pas encore tout à fait. Et puis décembre 68 ou janvier 69 jusqu'à mars, la construction des bâtiments de la rue Marcel Cachin, des deux premiers bâtiments en T, là, le long de la rue perpendiculaire, et puis dans un deuxième temps, un peu plus tard, le bâtiment, le restaurant universitaire et l'amphithéâtre Maïmonide. Septembre 68, parallèlement, ouverture à Saint-Denis du centre scientifique et polytechnique, futur Institut Galilée et prémisse de l'université Paris 13, qui a été décidée dans les dossiers du plan et d'aménagement du territoire. 70, scission officielle de la grande université unique de Paris en 13 universités. Décembre 70, ouverture des premiers bâtiments droit, sciences économiques, lettres, etc. à Villetaneuse. Et décembre 71, un arrêté d'Olivier Guichard, ministre de l'Éducation nationale, décide du transfert
de l'UER de premier cycle de Bobigny, de Paris 7 à Paris 13. Alors c'est important, je me souviens avoir dit à Pierre Cormier à l'époque, mais qu'est-ce que ça va changer? En quoi c'est important pour ça? Mais à partir du moment où nous quittons Paris 7, où il y avait déjà la CHU, le Bichat, et qu'on passe dans l'université Paris 13, on acquiert implicitement le statut d'université de faculté de médecine de plein exercice. Donc c'était extrêmement important. Il n'y a jamais eu d'arrêté de texte disant on crée la faculté de médecine, premier, deuxième, troisième cycle. Non, c'était simplement cet arrêté transférant l'université de la fac de Paris 7 à Paris 13 qui a entraîné la transformation en université, en faculté de plein exercice. Alors, le problème, c'est que le Franco, il n'y avait pas beaucoup de lits. Il y avait 400 lits. Et pour former des étudiants, il fallait quand même plus de lits. Alors, il y a eu un deuxième ministre qui a joué un rôle important, qui était Robert Boulin, qui était ministre de la Santé, qui avait dit écoutez, il vous faut des lits, monsieur Zutario, écoutez, voilà, on va vous construire 2 grandes unités de soins normalisés. C'était le bâtiment H, devenu Charcot, qui a été construit envers et contre tout l'établissement médical parisien. Le ministre a dit à la paix, je vous réquisitionne une surface sur le terrain du franco-musulman. Le ministère est construit le bâtiment, vous n'aurez pas à se le dépenser, mais une fois construit, vous allez être prié de l'occuper. 75, l'ouverture de Jean Verdier à Bondy. Lui, Jean Verdier, il avait été prévu. C'était prévu depuis longtemps, et il ouvre en 75. Donc en 75, on se retrouve avec suffisamment de lignes entre Avicenne et Fabrice, franco-musulman et Jean Verdier. En 78, le Franco change de nom et devient Avicenne. Alors, petite histoire, pourquoi Avicenne? Bien, à la demande d'anciens internes, médecins du Franco, et qui étaient repartis dans leur pays du Maghreb, dont certains étaient devenus ministres de la Santé, qui en Tunisie, qui au Maroc, qui en Algérie. On a dit, si vous enlevez franco-musulman, gardez un nom qui nous rappelle ses liens avec le Maghreb, d'où le terme d'Avicenne. Et puis en 1994, quand Michel Cupin était doyen, première extension de l'EFR avec la construction de la bibliothèque, première bibliothèque, et puis de ce bloc de l'amphi Montaigne, et dans un deuxième temps, en dessous de Montaigne, les 2 petits amphis, Harvey et Paracelse. 98, début de la restauration de l'illustration. L'illustration, ça avait évolué de façon, ça avait périclité, il n'y avait plus d'impression de journal, ça avait été une société de transport, et puis qui avait périclité. Le département avait repris des terrains en espérant faire des tas de choses, mais ils n'avaient pas d'idée, ils ne savaient pas comment faire. Ils ont mis 5, 6, 7 ans à se décider à céder les terrains, et pour un franc symbolique, c'était encore 2 francs, à l'université Paris 13. Bon, 20 ans après, on n'a toujours pas fini la restauration de l'illustration, mais ce n'est pas surprenant, on est en France et les choses durent longtemps. En 2000, quand même, donc on a ouvert le premier locaux restauré. Donc si on résume là-dessus, vous avez l'enceinte initiale. Donc vous voyez, on n'allait pas jusqu'à la rue de Chelsea. Ici, là où il y a la bibliothèque et Montaigne, c'était le premier parking de la fac. Donc ça, c'était dans les années 69, jusqu'à vers 94, où là, on a occupé les terrains pour la construction de la bibliothèque et de Montaigne. Et puis enfin, la dévolution de tout le grand quadrilatère de l'illustration. 98. Alors, une originalité initiale pour l'UFR. Cette originalité, c'est que dès sa création, elle est dotée de quelques emplois d'hospitaliers de biologistes, mais aussi quelques enseignants-chercheurs de statut sciences, parce que c'était une unité de premier cycle d'études médicales, et la première année des études médicales à l'époque, c'était encore, il y avait encore des relents de PCB, de CPEM, etc. Il fallait donc des enseignants-chercheurs statut sciences, physique, chimie, biologie.
Donc on nous a doté très vite d'emplois de professeurs et de maîtres assistants de ces disciplines. Donc ils ont assuré les enseignements scientifiques du PCM1, voilà. Et parce que à l'époque, on n'était qu'une seule unité de premier cycle. Mais ça veut dire que dès l'origine, l'UER n'est pas une UER strictement et uniquement médicale. Dès l'origine, il y a eu des personnels enseignants du statut sciences. Et cohabitation d'emploi, enfin d'enseignants chercheurs sciences et d'enseignants hospitalo-universitaires. Donc d'où le nom qui avait été choisi à l'époque, dans le petit groupe qui tournait autour de Pierre Camillo, de santé, médecine et biologie humaine, que vous connaissez bien, et SLBH, voilà l'origine de l'appellation de la fac. Mais un péché originel, c'est quoi le péché originel de la fac, qui explique beaucoup de choses? C'est qu'elle est le fruit d'une décision strictement politique. Edgar Faure décide, rue de Grenelle, je signe le transfert d'un CES destiné à des lycéens de je ne sais plus quel pays du Midi. Je décide le transfert des crédits pour construire ce bâtiment-là à Bobigny pour l'unité expérimentale de premier cycle. Donc ça s'est décidé en dehors des services de l'État, et notamment en dehors de ce qui était la DATAR, c'est-à-dire la direction d'aménagement du territoire. Donc ça c'est quelque chose qui ne nous a jamais été pardonné, c'est clair. On a vu le jour en dehors des services. Puis pour les services, après tout, bon, c'était jamais qu'une unité de premier cycle. Mais Pierre Camillo n'a eu de cesse de se battre pour obtenir l'évolution d'un premier cycle à une faculté de plein exercice. Moi, il a fallu se battre, et Pierre avec Jacques Sédaoui se sont battus pendant 3 ans pour obtenir effectivement que Olivier Guichard, en décembre 1971, en décidant le transfert de Paris 7 à Paris 13, transforme l'unité de premier cycle en une faculté de cycle de plein exercice. Mais encore une fois, ça n'était pas prévu. Donc dans les services, d'accord, très bien, le ministre a décidé, mais en tous les cas, vous pourrez faire, vous allez avoir des livres, vous allez pouvoir faire de la formation médicale, mais pour la recherche, n'attendez pas à ce qu'on vous aide. Et effectivement, ça, c'est un goulet qu'on a traîné longtemps. Il faut avant, à défaut d'avoir une dotation d'unité de recherche, eh bien, il va falloir qu'on soit imaginatif. Mais Pierre Camillo ne manquait pas d'idées et d'imagination. Et donc, on va... il faut attendre 40 ans pour avoir les unités INSERM, mais on a fait d'autres choses dans l'attendant. Alors, quelles sont les originalités et les créations? Et ça, elles sont importantes parce qu'on vit toujours dessus. Donc, à défaut d'avoir une recherche biologique institutionnelle sous forme d'unité mixte avec l'INSERM ou CNRS, eh bien, Pierre Camillo s'est dit on va essayer d'imaginer, d'inventer des choses sur le plan pédagogique. Et effectivement, la fac s'est illustrée par un certain nombre d'innovations dans le domaine pédagogique, au début des études, pour pallier les effets négatifs déjà du concours de FALP1. N'oublions pas que le concours, le numerus clausus s'est articulé en 1971. Donc très vite, on s'est aperçu que c'était pas brillant, ce système qui éliminait la majorité des étudiants au bout de 2 ans. Donc comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer les choses? Et on a très vite, il y a eu cette idée de faire prendre en compte des enseignements scientifiques avec le fameux bonus, que peut-être certains d'entre vous ont connu. Voilà. Les doubles cursus, P1 sciences de la vie, P1 psycho, P1 sciences sanitaires et sociales, et puis l'évolution, la fameuse note de filière. Voilà. Alors depuis, je ne sais plus trop où on en est, depuis 2008-2009, il va faire peut-être que... Il y avait P1 soin, il y avait encore... Je ne prétends pas être exhaustif, et il y a des pans entiers que je n'évoquerai pas. Et puis alors, à la fin des études, eh bien, il y a eu l'IDU.
avec un mot qui fait encore frémir, le dunénate et les médecines naturelles. Ça a fait couler de la salive, et ça n'a pas fini. Bon. Et puis le Duphort. Alors pourquoi le Duphort? C'est quoi le Duphort? Il y en a qui se souviennent. Le Duphort, ça a été le diplôme de formation à la médecine générale. Et ce Duphort, eh bien, clairement, il ne faut pas rougir de dire qu'il est à l'origine, il est clairement à l'origine du 3e cycle et de l'internat de médecine générale d'aujourd'hui. Donc là-dessus, et ça date des années 72, 73, tous ces eaux-là, donc la fac, grâce à Pierre Cornillo, a été vraiment très innovatrice en la matière. Et puis je passe tous les autres DU dont vous avez mentionné les termes tout à l'heure. Donc ces dispositifs, tant au niveau du concours de la première année du début des études médicales que de la fin, aujourd'hui c'est devenu un peu banalisé, et puis même généralisé, mais ça fonctionne à le faire depuis 30 ans, même plus de 30 ans. Donc il y a vraiment eu un effet précurseur extrêmement important, et ça fait vraiment notre originalité et notre force. La recherche, je vais aller trop vite parce que voilà. Elle a été initiée par les enseignants-chercheurs scientifiques et quelques hospitalo-universitaires des disciplines biologiques. Au départ, c'était des unités labellisées équipes d'accueil. Il n'y avait pas d'unité mixte avec les grands organismes comme le CNRS ou l'INSERM. Il n'y avait pas grand-chose du côté médical, mais on ne peut pas faire un CHEU sans un minimum de recherche médicale vraie. Et donc, c'est avec l'augmentation des recrutements, la diversification des recrutements, que progressivement, on va mettre en place une dizaine d'unités mixtes de recherche, CNRS, INSERM ou INRA. Donc quelques-unes sont purement belgiennes, c'est avec uniquement des collègues qui travaillent à plein temps sur Bobigny et ses hôpitaux. D'autres sont en association avec des équipes d'autres universités. Voilà, c'était un petit peu ça. Un mot sur CHEU. Un CHEU est constitué initialement de la fac d'Avicenne de Jean Verdier. Ensuite est venu se rajouter René Muret. Aujourd'hui, on ne dit plus CHEU, je crois qu'on parle de GHU. Je pense que ça ne change pas grand-chose. Que ce soit CHEU ou GHU, ça reste toujours un établissement hors les murs. Et ce n'est pas les discours que j'ai entendus là, juste au pied de l'estrade, avant de démarrer, qui vont s'inscrire en faux sur ce qui va apparaître. C'est-à-dire que, certes, ce n'est pas le seul établissement de type CHEU qui soit hors les murs. Mais il semble que le périphérique nord soit plus difficile à franchir qu'aux autres points cardinaux, où il est beaucoup moins poreux, beaucoup moins perméable. L'osmose se fait moins vers le nord que dans les autres directions. Et puis, si il a le mérite d'être aux avant-postes, d'une certaine façon, parce que les collègues cliniciens qui ont fait l'effort de venir de l'intramuros et venir s'implanter à Avicenne de Jean Verdier m'ont toujours dit, mais ici en Seine-Saint-Denis, on voit des pathologies qu'on ne voit pas dans Paris. Donc ça, c'était le mérite. Et ça, je pense que ça reste toujours vrai. Et c'est quelque chose qu'il faut ressortir pour le défendre. Donc, ces dotations, tant en personnel qu'en budget, ont toujours été, et donc je peux le dire, d'après ce que j'ai entendu, ça reste toujours un sujet de préoccupation. Quelles leçons on peut tirer de ça? Eh bien, d'abord, il faut avoir un projet. Quand on veut réaliser quelque chose, quoi que ce soit dans la vie, il faut un projet. On va appeler ça un but, on va appeler ça un objectif. Quelque chose qu'on a envie de faire. Donc, définir le projet, il faut de l'imagination. Il faut trouver le bon créneau. Donc, ça a été
on ne nous donne pas de recherche institutionnelle, on va faire de la recherche pédagogique, on va trouver quelque chose pour pallier les problèmes du PA et puis pour proposer aussi quelque chose pour la formation des généralistes. Il faut de la patience parce que en France, les choses sont longues à faire. Regardez l'illustration, ça fait 20 ans qu'elle est dévolue à l'université, il y a encore des pans entiers qui sont scandaleusement en mauvais état. Donc c'est le temps long parce qu'il y a le point et l'arcane de l'administration. Il faut des années pour que les choses se fassent. Donc comme il faut des années, mais il faut de la volonté et de la persévérance. Donc tout ça, c'est des qualités qu'il faut avoir lorsqu'on est belbinien. On ne peut pas être belbinien si on n'a pas ces qualités-là. Mais il ne faut quand même pas se taper la tête contre les murs. Et comme disait Pierre Cornillo, quand vous voulez quelque chose, il faut la vouloir vraiment. Et si vous la voulez vraiment, ben ça va finir par là. Donc le bilan, ben le bilan on le fait quand on a fini. Donc moi j'ai fait un bilan quand j'ai fini, c'est mon bilan personnel, j'en parle pas, mais on le fait qu'à la fin. On le fait qu'à la fin, on passe par des périodes de doute, on se dit mais on va jamais s'en sortir, on va jamais y arriver. Et puis quand on part, on se retourne, on se dit ah quand même on a fait tout ce chemin. Bon. Et maintenant, vous voyez, il y a une belle page blanche. Il y a une belle page blanche. Et bien, c'est à vous d'écrire la page des 50 prochaines années. Et je vous donne rendez-vous. Les 50 prochaines. Les 50 prochaines. On va vous dépêcher alors. Et je vous donne rendez-vous pour le centenaire.